Bonjour à tous, bienvenue pour Stop Intox qu'on vous propose pendant toute cette semaine du Salon de l'Agriculture, ici sur le village semence du Gnis. Stop Intox qui va être un peu le correcteur d'infos, car vous le savez, autour de cette grande famille de l'agriculture, il y a souvent beaucoup d'à peu près, beaucoup de préjugés, beaucoup de fausses informations qui circulent et dont certains peuvent s'emparer peut-être à de mauvaises fins. Rendez-vous donc pendant toute cette semaine du Salon international de l'agriculture ici, Porte de Versailles, sur ce village semence pour casser certains préjugés. Tenez par exemple, tiens, aujourd'hui, on entend souvent: ouais, les produits agricoles seraient bourrés de pesticides, le local c'est mieux, vive le naturel. Voilà ce qu'on peut entendre. On va parler de l'alimentation de qualité. Et au fait, une alimentation de qualité, c'est quoi? Rendez-vous pendant une demi-heure avec Daniel Duret. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, vous êtes sociologue de l'alimentation. Gilles Brochard, bonjour. Bonjour. Gilles Brochard, directeur pédagogique à l'ESJ, l'école de journalisme de Paris, critique gastronomique, Mon Paris sucré, voilà, la découverte des pâtissiers de Paris en attendant l'édition en région, j'espère. Absolument. Ah bah oui, il n'y a pas la France, c'est Paris, mais c'est les régions, ça c'est sûr. Bon, bah très très bien. Jocelyn Saint-Raymond, bonjour. Bonjour. Jocelyn Saint-Raymond qui n'est pas venu les mains vides, c'est le directeur de l'association nationale Pommes et Poires. C'est magnifique ce que vous avez. Ça, c'est de l'alimentation de qualité, ce sont des jolies pommes de couleur. Exactement, c'est de l'alimentation de qualité, c'est surtout de la diversité à l'intérieur d'une même espèce. Donc là, vous avez plusieurs variétés de pommes, très classiques, la golden, la granny, et des variétés peut-être beaucoup plus innovantes aujourd'hui. On peut avoir une variété comme Story, Choupette ou Honey Crunch, qui a un comportement de résistance aux maladies qui permettent finalement d'avoir une pratique agricole très respectueuse de l'environnement. C'est ça peut-être l'alimentation de qualité, c'est une alimentation de diversité, on va en parler. C'est quoi votre préféré, Jocelyn? Allez, moi j'ai un petit coup de cœur pour la Belchar. Montrez-la, montrez-la. C'est celle-ci, la Belchar, en fait, c'est un croisement entre la Golden et la Rainette Clochard. Donc Rainette Clochard qui est une variété de terroir très très gustative et rustique. La Golden qui est une variété un petit peu plus productive. Et là, l'idée, c'était d'avoir une pomme très gustative, mais de la productivité aussi pour le producteur. Donc on a quelque chose d'assez exceptionnel en goût. Voilà. Génial. Vous avez une préférence, tiens, vous deux, là, et puis après on rentre dans le cœur du sujet. C'est quoi une alimentation de qualité? Gilles, vous aimez laquelle? Alors, c'est celle-là que j'aime bien justement. Ouais. Elle m'inspire. Elle m'inspire bien. J'aime bien les canadiennes aussi. Moi, j'aime bien quand il y a un équilibre dans le goût, qu'elle ne soit pas trop acide et en même temps qu'il y ait de la mâche, quoi. Daniel? Voilà. Oui, je dirais un petit peu pareil, que ce soit bien sucré et que ce soit joli. J'aime bien les pommes rouges parce que le plaisir des yeux fait partie du plaisir de manger. Tiens, gardez le micro, s'il vous plaît, Daniel Duret. Une alimentation de qualité, c'est quoi? Voilà, c'est ce qu'on se demande aujourd'hui. Petit tour de table avec chacune et chacun d'entre vous. On va déjà faire un constat. Aujourd'hui, au moment où on se parle, en février 2020, est-ce qu'on a affaire à une alimentation plus ou moins sûre qu'avant? C'est quoi l'état des lieux, Daniel? Alors, c'est une question très complexe. La complexité est à la hauteur de tous les débats qu'on entend. Je dirais qu'il faudrait déjà s'entendre sur le terme de qualité, parce que pour chaque profession, ce terme est différent, et pour le mangeur aussi. Warren Belasco, qui est une chercheuse américaine, dit que la nourriture n'est pas tant un mélange de nutriments qu'une métaphore de nos rapports à la société. Donc, ça ouvre un petit peu le champ. Alors, je dirais... La première réponse, c'est de se demander à quoi ça sert de manger, fondamentalement. Oui. Et la première réponse, évidemment, c'est pour vivre. Nous avons besoin de manger pour vivre. Donc, le premier besoin de qualité est évidemment un besoin nutritionnel. Donc, à la fois fournir tous les nutriments nécessaires au niveau de la qualité et aussi la qualité sanitaire, ne pas s'empoisonner en mangeant. Donc, tout ce que l'industrie et le contrôle de l'État nous propose aujourd'hui. Bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes exprimées par les consommateurs. Aujourd'hui, oui ou non, l'alimentation n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui. On peut répondre ça ou pas? Alors, réponse un petit peu succincte. D'une manière générale, oui, si on regarde dans l'histoire de l'alimentation, il y a eu dans notre histoire de grandes périodes de malnutrition qui était due au manque de techniques agricoles. C'est évident qu'aujourd'hui, l'alimentation est de très bonne qualité. Elle n'a jamais été aussi sûre, ce qui n'empêche pas qu'elle n'est pas parfaite non plus. À une époque, le but n'était pas la qualité, le but était la quantité. On sortait de la guerre, on avait faim. On a demandé aux agriculteurs de nourrir le monde, il fallait mettre des pesticides. On était contents.
on a eu à manger en abondance et aujourd'hui on s'aperçoit que les pesticides, il faut un petit peu faire attention, il faut y faire évoluer parce que ça, pour les abeilles, c'est pas de la très bonne qualité. Donc on évolue, voilà. Mais globalement, oui, l'alimentation est très sûre. Bon, on s'interrogera d'ailleurs tout à l'heure, est-ce qu'une alimentation de qualité, c'est une alimentation absolument sans pesticides? Gilles Brochard, c'est vrai, elle a raison, Daniel. Oui. Les progrès dans la conservation des aliments, le maintien de la chaîne du froid, aujourd'hui, il est là nécessairement. Oui, mais aujourd'hui, le public a besoin il est plus exigeant qu'avant. C'est-à-dire qu'il va regarder, il va retourner le produit, il va choisir, il va aller plus vers le vrac. Hein, le vrac a poussé, enfin c'est une explosion extraordinaire. Plus 40%, durant l'année 2019. Voilà, il n'y a que 5% de produits bio en France. Ouais. Mais moi je dis, allons au-delà de ça. Moi j'aime les produits qui sont naturels, les produits qui n'ont pas forcément un label ou une IGP, mais des produits dont on connaît en amont leur traçabilité, osons le mot. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle d'éco-responsable, le public, on le pousse à être plus responsable. Ça ne veut pas dire qu'il l'est plus, mais moi je crois que... Mais ce qu'il a dans son assiette, le public, qu'est-ce qu'il a justement? Il a confiance dans les producteurs, voilà. Il a confiance dans les transformateurs. Je trouve qu'on mange très bien à table chez soi, comme dans les restaurants. Et à ce moment-là, il y a des garanties, il y a des petits trucs pour savoir qu'est-ce qu'on va manger, est-ce que c'est bon ou pas. Voilà. Vous êtes critique gastronomique. La gastronomie française, elle est reconnue dans le monde entier. Elle s'appuie sur des produits sains, oui. De très bonne qualité. Oui. On a la chance d'être en France pour ça. Oui, alors moi, je considère que c'est un atout extraordinaire qui est envié par tout le monde. Allez dans les cuisines, vous allez voir qu'il y a 10% d'étrangers qui travaillent avec les cuisiniers. Et en même temps, vous avez ces cuisiniers qui travaillent avec des relais comme tout simplement les producteurs dans toute la France. On a des relais extraordinaires. On a le plus gros marché d'Europe qui est Rungis, par exemple. On a 16% des produits français issus de l'agriculture qui sont dans toute la communauté européenne. C'est quand même énorme. Notamment les éleveurs, l'élevage. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a une politique qui va jusqu'à dire qu'il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger de poisson. Évidemment, il faut relativiser tout ça. Ça, on en parlera après-demain, justement. Voilà, la bataille entre viande et steaks végétaux, ce sera lundi sur le plateau de Village-Chemance. Jocelyn Saint-Raymond, alimentation plus ou moins sûre aujourd'hui? Alors, moi, je vais me placer dans le contexte français et européen. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un système alimentaire, même si j'aime jamais trop parler de système, qui est extrêmement sûr. Il n'est jamais parfait, bien entendu, mais on a une traçabilité, on a un contrôle, on a des règles, que ce soit des règles de production, de distribution aujourd'hui, qui permettent de garantir une alimentation extrêmement sûre. Et je pense que dans l'espace européen, nous avons les meilleures garanties au monde. Et en France, on a un niveau de contrôle et une volonté, souvent en général, d'aller un petit peu plus loin, qui nous permet vraiment d'apporter une garantie aujourd'hui à la société. Et je pense qu'il y a un véritable décalage entre un certain nombre d'injonctions médiatiques ou d'interrogations et la réalité de la pratique et des règles en vigueur, notamment à l'échelle de la production ou de la distribution, tout simplement par méconnaissance et peut-être défaut de communication de notre part sur la réalité de nos pratiques. Donc, manger n'est pas forcément devenu dangereux. On est parti de cet intox, oui, les produits agricoles seraient bourrés de pesticides, etc. Non, vous nous dites... Ce qu'il y a dans notre assiette, c'est pas dangereux. Ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est pas dangereux aujourd'hui, c'est contrôlé. Moi, je prends simplement en image les producteurs que je représente, 1300 producteurs, les 2/3 de la production française engagée dans une démarche de production verger éco-responsable. Un objectif de responsabilité, c'est de dire, nous, on souhaite produire une alimentation qui soit accessible à tous et qui ait l'impact environnemental le plus faible. Et pour ça, on met en œuvre toutes les techniques complémentaires et alternatives aux pesticides, sans jamais s'en interdire l'usage, parce que c'est nécessaire à la production. On va y revenir. Qui a les clés, à votre avis, d'une alimentation de qualité? Il y a une alimentation de qualité, vous nous l'avez dit, chacun et chacune. On peut évidemment faire toujours plus, toujours mieux, d'autant que le consommateur, il le demande, il l'exige, il regarde, il trace maintenant. Qui a les clés de ça? Tiens, Gilles. Les clés, je l'ai dit, ce sont les acteurs de la gastronomie. La gastronomie, qui est le mot qui englobe à la fois l'alimentation et en même temps la consommation. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les cuisiniers, les chefs qui sont extrêmement revalorisés aujourd'hui, les pâtissiers,
je dirais même les sommeliers qui travaillent avec les cultivateurs, avec qui sont en perpétuelle relation avec les vignobles. Il y a cette relation qui est là. Et je pense qu'elle est très riche. Alors, il y a ce côté-là, et puis ça déborde évidemment sur l'alimentation de tous les jours, où les gens sont peut-être, ils vont travailler on va pas plus tous au restaurant tous les Non, jours, on va pas tous fréquenter les critiques gastronomiques. Mais vous avez vu que chefs. même dans les supermarchés, aujourd'hui, il y a une évolution extraordinaire concernant les fruits et légumes. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur les fruits, parce que moi qui fais souvent mon marché, je vois qu'il y a beaucoup disons, d'agrumes qui ne viennent pas de France. Et là, il faut travailler peut-être sur les circuits un petit peu plus courts. Mais en général, la tout ça saisonnalité aussi. Oui. Daniel Duret. Oui, je reviens sur le mot de décalage, de méconnaissance que vous avez employé. Pourquoi avons-nous besoin de faire une émission pour se poser la question de la qualité? Parce qu'effectivement, parce que le consommateur, il est inquiet, il se pose voilà. des questions. Alors, et il entend beaucoup de choses, beaucoup d'intox. On a l'habitude de dire que c'est dû à notre système moderne où nous vivons en ville, nous sommes tellement structurés que nous sommes déconnectés des acteurs, nous ne nous connaissons plus. Quand on ne se connaît pas, on devient inquiet. Mais moi, j'irai plus loin parce que l'être humain a toujours été inquiet depuis la préhistoire. Pour une raison purement biologique, c'est que nous sommes des animaux omnivores. Omnivores, ça veut dire que nous ne savons pas a priori ce qui est bon pour nous, comme les fourmis, comme les abeilles. Nous sommes obligés de goûter les aliments et petit à petit d'apprendre. Donc il y a une inquiétude naturelle chez tous les animaux omnivores. Et comment résolvons-nous cette inquiétude, notamment chez les animaux sociaux que nous sommes, en nous apprenant mutuellement par l'expérience ce qui est bon? Et depuis les origines de l'humanité, cette inquiétude génétique de l'omnivore a toujours été résolue par le manger ensemble et qui rassure et qui nous apprend ce qui est bon pour nous. Voilà. Et c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui, finalement, c'est ce manger ensemble. L'alimentation de qualité, juste un mot quand même. On traverse une période un petit peu compliquée aujourd'hui avec un changement climatique. Beaucoup de sécheresse, beaucoup d'intempéries également. Tout ça, évidemment, n'est pas serein quand on fait des cultures, que ce soit des pommes, que ce soit du blé. On a vu les rendements qui ne sont pas toujours excellents. On voit certaines maladies qui s'attaquent au blé, par exemple la fusariose, voilà, en période d'orage, d'intempéries, de pluie. Ça, c'est une menace sur la qualité de l'alimentation, clairement. Jocelyn Saint-Raymond. Alors, oui, très clairement. Aujourd'hui, dans l'alimentation, peut-être une des plus grandes menaces pour l'homme, c'est les toxines, et quelque chose qui n'est pas visible, donc notamment les mycotoxines. Et donc là, ça nécessite d'avoir une protection fongicide, quel que soit le mode de production, qu'on soit en agriculture biologique, verger éco-responsable ou agriculture conventionnelle. Mais on vous a la avez noté nécessité ce changement de culture. qualité dû au climat. Là, je vois sur votre plateau de pommes, il y en a une qui est un petit peu plus petite. Est-ce qu'on peut dire que cette pomme, elle a été quelque part victime de la sécheresse de l'année 2019? Alors là, les pommes, ce sont des variétés différentes et des calibres différents, mais un arbre produit tous les calibres. Alors on cherche à ce qu'il porte un nombre de fruits optimum pour produire des calibres qui correspondent à ce qu'attend le consommateur. Mais très clairement, aujourd'hui, on a des évolutions climatiques, on a surtout des aléas climatiques beaucoup plus marqués qu'avant. Et ça touche la qualité de l'alimentation? Alors aujourd'hui, ça ne touche pas forcément directement la qualité de l'alimentation. Pour la pomme, nous, par exemple, cette année, ça a pu toucher la qualité de la conservation et donc la durée sur laquelle nous avons la possibilité de vendre nos produits. Et surtout, ça touche économiquement la production de manière extrêmement violente. Malheureusement. Et donc aujourd'hui, c'est à mon avis ça le point d'attention. C'est-à-dire que si on veut conserver une alimentation locale dans le territoire, on doit pouvoir protéger la production et payer suffisamment pour couvrir le risque. Alors, dans cette émission Stop Intox, évidemment, on essaie de casser des préjugés. Il y a toujours cette question aussi, une alimentation de qualité, est-ce que c'est une production sans pesticides ou ça doit être absolument du bio? Voilà, le fameux match entre les deux. À moins qu'il y ait une troisième voie, chère notamment aux coopératives comme InVivo par exemple. Qu'est-ce que vous dites? Tiens, Jocelyn Saint-Raymond, est-ce qu'on peut se passer des pesticides, des herbicides? Moi, surtout, je vais revenir avant sur la notion de match. Je pense que ça n'a absolument aucun sens d'opposer les modèles entre eux. Aujourd'hui, notre objectif, et c'est l'objectif qu'on a dans Verger Éco-Responsable, c'est d'essayer de produire avec un impact environnemental le plus faible possible et d'avoir à la fin une alimentation qui a la meilleure qualité sanitaire et nutritionnelle possible. Pour ça, on a un certain nombre d'outils à notre disposition, des produits phytosanitaires, donc les fameux pesticides,
bio ou non, parce qu'on utilise aussi des pesticides en bio et c'est souvent, on dit toujours, le bio, il n'y a pas de pesticides. Donc on a la nécessité de protéger les cultures, sinon il n'y a pas de commercialisation possible. Par contre, on doit choisir les méthodes d'intervention. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Hein, voilà, clairement. Les méthodes d'intervention qui respectent le mieux l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très focalisé sur les pesticides, mais on a oublié une chose, qui est peut-être l'injonction sociale prioritaire, et vous parliez de changement climatique il y a quelques instants, c'est notre impact sur le changement climatique également. Et donc nous, c'est une réflexion dans laquelle on souhaite s'engager, travailler sur le respect de la biodiversité. Je pense qu'on est allé très très loin sur ce que l'on sait faire en France. On y travaille, nous, depuis 1997. On a la nécessité également d'intégrer notre impact climatique dans nos actions. Tiens, voilà. Rendez-vous d'ailleurs demain dimanche, hein, ici même, au village Semence. On parlera du glyphosate. Est-ce qu'on l'a pas un petit peu trop facilement condamné, ce glyphosate? Ce sera demain dimanche. En attendant, on continue. Oui, bio ou pesticides, ou un peu les deux pour une alimentation de qualité. Arrêtons d'ostraciser systématiquement. Danielle Duret, vous dites quoi, vous, la nutritionniste, la sociologue de l'alimentation? Alors, d'un point de vue purement biochimique, là aussi c'est complexe. On ne peut pas imaginer qu'on plante 2 millions d'épis de blé dans un champ rassemblé et que tous les animaux n'aient pas envie de venir les manger. Donc il faut bien se battre contre ça. C'est-à-dire c'est humain. Voilà, c'est de bonne guerre. Bah oui. Donc oui, les pesticides, ce sont des molécules toxiques. Oui, il faut les contrôler, il faut faire attention. Il y a d'autres moyens. Je crois qu'aujourd'hui, la science alliée au monde agricole y travaille. Donc ça, c'est une évolution tout à fait normale. L'agriculture de précision, justement, de mettre la bonne dose d'intrants au bon endroit, au bon moment. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on a résolu des problèmes techniques beaucoup plus graves. Hein, donc moi, j'ai confiance. Le message qu'il faudrait surtout passer, c'est à la fois... Alors, vous me posez la question du bio. Le bio n'a jamais eu pour but de bien nourrir l'humanité. Le bio n'a eu que pour but de protéger la nature en évitant les molécules toxiques. À l'époque où ça a été fait, il y avait un aspect sociétal aussi, de peur par rapport à une agriculture industrialisée. Bio ou pas bio, des pesticides, il n'y en a pas beaucoup dans l'alimentation. Local ou pas local, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur la qualité de l'alimentation. On peut avoir une qualité... Ça a plus de l'impact sur l'environnement, justement, savoir Par contre, ça a un impact sur le ressenti du consommateur. Oui, bien sûr. Donc je crois que le message vraiment à faire passer, c'est de se tourner vers le mangeur et de lui dire, vous savez, vous ne connaissez plus les agriculteurs, vous ne connaissez plus les fabricants, mais ce sont des êtres humains comme vous, ils sont ni pires ni meilleurs. Et puis de se tourner vers les agriculteurs et de leur dire la même chose, le consommateur n'est pas contre vous, c'est normal qu'il soit inquiet, il est omnivore. Donc nous sommes tous inquiets, discutons ensemble et informons-nous de ce que nous pouvons faire les uns et les autres. Voilà ce défaut d'information. À propos du bio, Gilles Brochard, quand même, est-ce qu'il n'y a pas une illusion autour du bio? Bio égale alimentation de qualité. On va tout faire en bio, tout produire en bio. Il y a un rapport sénatorial, il y a 3 semaines, qui est sorti, qui nous dit qu'il y a une sorte d'illusion autour du bio, que c'est un outil marketing, qu'on est loin, loin de la promesse. Est-ce qu'on peut systématiquement dire bio égale alimentation de qualité? Est-ce qu'on peut faire du bio partout, clairement? Le problème, c'est que c'est un problème de transmission, d'éducation, d'information. C'est le rôle des journalistes et c'est aussi le rôle peut-être de l'école, de l'éducation. Vous savez qu'il y a des programmes qui sont engagés aujourd'hui dans certaines villes comme à Lyon, qui est une ville pilote concernant justement l'éducation du goût au sein des cantines scolaires. Souvenez-vous des cris d'alarme de Jean-Pierre Coff qui disait « Parlons déjà de la nourriture dans des régions, dans des départements qui sont très forts pour certains produits ». Au-delà du bio, simplement de parler des produits de consommation courante qu'on peut mettre en avant avec les acteurs de la gastronomie. Ça peut être des producteurs, ça peut être les vergers, ça peut être avec les produits laitiers, avec les éleveurs. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus emmener les enfants déjà dans les fermes. Vous avez raison. Ce qui ne se fait pas beaucoup quand même. Est-ce que vous avez l'impression que les débats autour du bio, finalement, ont un peu éclipsé toute cette notion de production de local, de produits locaux, producteurs, de bons petits producteurs. Vous avez cité Jean-Pierre Coff, il est toujours les bons petits producteurs, le reste c'est de la merde. Voilà. Qui fasse la différence entre les produits laitiers et les produits fermiers, par exemple. Bien sûr. Sur un reblochon, s'ils ne savent pas la différence entre une pastille verte et une pastille rouge, c'est qu'on n'a pas compris le territoire, justement, tout ce qui se fait chez les producteurs. Daniel et Jocelyn, Daniel Duret. Oui, excellente réflexion d'amener les enfants dans les fermes. Vous savez, moi je fais de l'enseignement dans le milieu universitaire, école d'ingénieurs, BTS de diététique.
Et le premier jour de l'année, je demande toujours à mes élèves, pour pouvoir les connaître, qui parmi vous a eu des parents agriculteurs, paysans, qui parmi vous, de la famille à la campagne, va de temps en temps à la campagne, voir une vache, voir comment poussent les carottes. Cette année, j'en ai eu 4 sur près d'une centaine d'élèves. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, la question, elle est là. Le jour où les enfants ou les adultes, et l'agrotourisme est une des façons de rapprocher ces deux populations, le jour où nous irons à nouveau dans les fermes, voir les animaux, voir les légumes, que l'alimentation soit de qualité ou pas, nous pourrons dialoguer. Et à partir du moment où nous pouvons dialoguer, nous trouverons ensemble, les professionnels, les producteurs et les mangeurs, comment améliorer cette alimentation. Je veux bien qu'on découvre comme ça ces petits producteurs locaux. Est-ce que la production locale... les grands, on peut aller visiter des grandes fermes. Non mais peu importe, non, mais je veux dire, est-ce que c'est à chaque fois vecteur d'alimentation de qualité à votre avis ? On parle de l'alimentation de qualité aujourd'hui. Est-ce que tout ça, c'est systématiquement vecteur d'alimentation de qualité ? Je voudrais qu'on recentre sur la question qu'on se pose aujourd'hui. Une alimentation de qualité, c'est quoi ? Est-ce que c'est forcément une production locale issue d'une petite exploitation, à votre avis ? Tiens, Jocelyn. Moi, je vais vous répondre parce que je pense que depuis tout à l'heure, et je le regrette un peu, mais c'est le thème du débat, on est quand même dans un certain nombre de clichés. Moi, je vais rester sur mes adhérents. Mon plus petit adhérent, il doit avoir 3 hectares de verger. C'est le principe de Stop Intox. On est là justement pour combattre les clichés et les préjugés. Bon. Et tous ceux qui sont là tout autour, très nombreux autour du village Semence, quelque part, ce sont des consommateurs qui se disent c'est quoi une alimentation de qualité aujourd'hui en 2020. Le plus petit adhérent engagé dans la démarche verger éco-responsable, il doit avoir 3 hectares de verger. Le plus gros adhérent, il a plusieurs centaines d'hectares. Je peux vous garantir que la qualité des fruits qui sortent de ces 2 exploitations, aussi différentes soient-elles l'une de l'autre, c'est la même et elle est bonne. Est excellente. Elle est forcément pas la même, ils ne sont pas sur le même terroir, ils ne vont pas produire les mêmes variétés, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes outils à leur disposition dans leur territoire, mais la qualité des produits est excellente. Et donc aujourd'hui, moi je crois que la proximité ou pas la proximité, le local ou pas le local, la petite taille ou la grande taille d'une exploitation, la problématique n'est pas là. C'est vraiment la philosophie d'un producteur, la manière dont il va travailler, la manière dont il va intégrer son environnement. Et aujourd'hui, très clairement, le débat centré sur le bio, le local, moi je trouve qu'il est assez malheureux. Elle occulte beaucoup de choses. Elle occulte 30 ans, 40 ans d'évolution pour l'agriculture, toutes les solutions qui sont portées à porter par les agriculteurs, qu'ils soient bio, qu'ils soient conventionnels, qu'ils soient extensifs, qu'ils soient intensifs. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même prendre conscience. Sur les 20 dernières années, l'agriculture française a probablement vécu la plus grande mutation des 50 dernières années. Et aujourd'hui, politiquement, on nous dit il faut faire la transition. La transition, elle est faite en grande partie. Elle est faite, mais on a l'impression que le consommateur, il est de plus en plus exigeant. Il va demander des formules avec beaucoup de sang, sans gluten, sans colorant, sans sucre, sans pesticides, sans conservateurs, sans OGM. Est-ce que le consommateur, il ne vous demande pas encore plus que ces dernières années, quelque part ? Il vous challenge ? Alors, très clairement, aujourd'hui, le consommateur, il nous challenge. On va prendre l'idée de produire sans pesticides, par exemple. Est-ce qu'on peut produire sans pesticides ? On peut le faire dans un container fermé, totalement étanche aux insectes, avec, par exemple, des fraises qui poussent en face de la mairie de Paris, qui n'auront jamais vu la lumière du jour, qui auront été alimentées en hydroponie totale et ainsi de suite. C'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est une agriculture totalement contrôlée et sur laquelle vous n'aurez 0 pesticide. Par contre, une agriculture respectueuse, inscrite dans son terroir, qui respecte sa géographie, ses atouts, c'est ce qu'on va retrouver dans l'agriculture française à l'échelle nationale. Alors, Gilles et Daniel, tout le monde prend la parole. On le voit avec, tout à l'heure, on parlait de transmission et on parlait de la base, hein, qui sont les producteurs et ceux qui se consomment. Et entre les consommateurs et les producteurs, il y a les cuisiniers aussi, il y a les chefs. Moi, je reviens aussi à ça, parce que qu'ils soient petits ou grands, étoilés ou pas, ils aiment travailler avec des producteurs qui ils savent la charte qu'ils vont avoir pour avoir un résultat. Et souvent, maintenant, les producteurs travaillent en fonction des désirs de ceux qui veulent transformer les produits. Et ça, c'est formidable, parce que c'est une vraie chaîne alimentaire. Daniel Duret. Oui, moi, quand j'écoute mes clients, que ce soit des gens qui viennent en consultation de nutrition ou des sujets que j'interroge dans des études de sociologie, un des aspects qui signe la qualité ou pas de l'alimentation et qui revient souvent, c'est le goût, le plaisir à manger. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un des reproches qu'on a fait à l'agriculture et à l'industrie, de produire ces 50 dernières années, on va dire... Comment retrouver le plaisir de manger ? Voilà, parce que le plaisir de manger, quand un aliment a du goût,
on pense qu'il est meilleur pour la santé. Alors, à tort ou à raison, mais ça fait partie du plaisir et de la réassurance du mangeur. Vous voyez, là, on présente un certain nombre de pommes, c'est très bien, on revient à la variété. Oui. Il y a 30 ans, quand j'étais jeune, il n'y avait que des golden, et les golden, ça n'a pas beaucoup de goût. Alors, donc, le consommateur est aussi inquiet quand il a des aliments sans goût. Donc, le plaisir de manger par le goût, c'est aussi très important pour la qualité de l'alimentation. Alors justement, le point crucial, c'est qu'on a une diversité. On employait ça aujourd'hui. Et puis le cerveau, il a besoin de diversité alimentaire. Il ne faut pas le fixer dans une alimentation toujours la même, toujours la même. C'est le danger avec les jeunes. Je le vois avec mes étudiants. Ils mangent souvent la même chose pendant 4 jours. Et le 5e jour, leur cerveau va demander exactement ce qu'ils ont mangé avant. D'où le danger des McDo et compagnie. Parce que vous avez une alimentation qui n'est pas du tout... complète, si vous voulez. Oui. On a besoin d'avoir de diversité entre le salé et le sucré. Comment le consommateur vous demande davantage de goût? Ça, c'est une préoccupation lorsqu'on produit des pommes et des poires comme vous, Jocelyn? Très clairement, alors c'est une grande préoccupation. Aujourd'hui, on va créer beaucoup de nouvelles variétés de pommes qui peuvent arriver sur le marché. Il y aura très peu d'élus. C'est-à-dire que pour qu'une pomme... ça prend du temps pour créer une variété. Alors ça prend beaucoup de temps, ça prend 20 ans, 25 ans, mais pour qu'une pomme soit élue, il faut que le consommateur ait du plaisir à la manger. Je vais rejoindre madame, il faut qu'il ait du plaisir en la regardant, il faut qu'il ait du plaisir en la croquant. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Alors on y travaille comment, justement? Est-ce que, par exemple, la génétique, qui est un gros mot, souvent aux yeux de beaucoup, est-ce que cette génétique permet une alimentation de qualité, une meilleure alimentation? La génétique, vous ne dites pas non, bien au contraire. Mais, très clairement, aujourd'hui, ces variétés, c'est la diversité génétique de notre verger. Ouais. C'est des variétés qu'on a croisées entre elles pour essayer d'obtenir des variétés filles qui sont nouvelles. Et donc là, typiquement, par exemple, cette variété... Celle-là, c'est laquelle, dites-nous? Alors, cette variété, c'est Story. Oui. C'est une variété qui est résistante à la tavelure, un champignon ravageur principal du verger. Donc, elle est gustativement, c'est une très bonne pomme. Et en plus, elle nous permet d'avoir une pratique agricole respectueuse de l'environnement. Voilà. Et la génétique aussi permet de créer aussi des variétés plus résistantes aux maladies aussi. Ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est exactement ça. Dans cette quête d'alimentation de qualité. Et là, vous avez un exemple. Celle-ci, Choupette, est également une résistante aux maladies. Et Honey Crunch aussi, par exemple. Et vous avez remarqué, signe des temps, l'INRA ne s'appelle plus l'INRA maintenant depuis le 1er janvier. Mais l'INRAE, puisqu'on a rajouté l'alimentation et l'environnement. Voilà, ça c'est utile. Donc finalement, puisqu'on va bientôt se quitter dans 2 minutes, il ne faut pas avoir peur de son assiette, justement. Un mot pour terminer. Encore une fois, on entend beaucoup de choses, beaucoup d'agribashing. On en parlera d'ailleurs ici sur le plateau de Village Semence, de l'agribashing, de la diabolisation des pesticides. Il n'y aura pas de solution simpliste, facile, rapide pour arriver à cette alimentation de qualité. Un mot chacun. Daniel. Oui, juste, voyez, vous parliez de la génétique. Quand on a inventé la radioactivité, on en a fait quand on l'a trouvée, elle existait, on en a fait 2 choses. On en a fait les radios en médecine pour sauver des vies, et on a fait la bombe atomique. Bien sûr. La génétique, c'est exactement pareil. Ce n'est pas la génétique qui est mauvaise en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Bien sûr. Manipuler l'ADN, ça fait peur, mais ça peut aussi donner des bonnes choses. Oui. Donc, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que les êtres humains sont imparfaits, ils sont capables du pire comme du meilleur. Et le seul moyen d'avancer vers le meilleur, c'est de dialoguer et de construire ensemble. C'est pour ça, Stop Intox, c'est là, justement. Alors moi, Gilles. je dirais le goût qui est associé au plaisir, et le plaisir qui est associé à l'exigence. Il faut être à la fois exigeant et aimer ce qu'on mange. Et ça, c'est une longue recherche. Aimer ce qu'on mange. Jocelyn Saint-Raymond. Oui, mais... Pas de formule magique. Tiens, juste un mot. Est-ce qu'il faudra de plus en plus recourir à la tech? Alors ça, la tech, c'est considérable. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe ici au sein de l'agriculture. La blockchain, la RFID, les objets connectés, la traçabilité des sols. Tout ça, ça concourt à l'alimentation de qualité. C'est déjà en œuvre dans la filière fruits et légumes. Il y a une traçabilité obligatoire sur l'origine. L'agriculture est la terre d'innovation, on ne le rappellera jamais. C'est surtout déjà à l'œuvre depuis 20 ans dans les vergers. Aujourd'hui, tous nos vergers sont connectés à des stations météo. On utilise des outils d'aide à la décision pour limiter les traitements. Donc, nous sommes sur des métiers extrêmement technologiques aujourd'hui. Voilà, et l'alimentation de qualité, elle est au rendez-vous. On va retrouver du plaisir de manger, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Daniel, Gilles. Oui, bien sûr. Très très bien, bah voilà, merci beaucoup. Ça serait désespérant en France de ne pas savoir manger, de savoir apprécier ce qu'on mange. Et on entend beaucoup de choses. Oui, vous vouliez dire encore un mot, Jocelyn? Oui, moi je veux dire, voilà, je vais revenir sur la diversité. Mangez de tout, toutes les couleurs, tous les aliments, bio, pas bio, ça c'est pas le problème. Venez découvrir les agriculteurs, les producteurs français. Voilà.
Merci à tous. Merci Jocelyn Saint-Raymond, directeur association nationale Pomme-Poire. Avec nous, Merci Gilles beaucoup. Brochard, directeur pédagogique à l'ESJ, critique gastronomique, auteur de Mon Paris sucré, la découverte des pâtissiers parisiens. Et Daniel Duret, nutritionniste, sociologue de l'alimentation. On est tous les matins ici dans ce village semence du GNIS, hébergé par le Salon de l'Agriculture. On se retrouvera évidemment demain pour Stop Intox. On parlera du glyphosate, je vous le disais. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop facilement condamné? Bonne journée.